Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Nous allons nous occuper des fonctions circulaires. Les fonctions trigonométriques, qu'on appelle aussi les fonctions circulaires. Pourquoi? Parce que les triangles sont souvent liés avec les cercles et les cercles avec les triangles. C'est parti, mon kiki. Donc d'abord, on va devoir mettre les choses au clair. Mais oui, c'est clair. Alors, les fonctions trigonométriques, les sinus, cosinus et tangentes également, vous les avez vues au collège à partir de triangles. Mais en fait, là, on va faire un petit peu l'inverse. On va démarrer par un cercle. Alors, attendez que je dessine très mal, mais c'est quand même important. En fait, on va, dans un premier temps, juste s'occuper du quart de cercle qui est là, le quart de cercle qu'on appelle le cadran supérieur droit, et vous allez voir que il y a plein de choses qui vont se passer de façon intéressante. Bon, je vais quand même tracer le reste du cercle, mais dans un premier temps, on va rester ici et on va supposer que ce cercle qu'on appelle le cercle trigonométrique, il a pour rayon 1. Et on va avoir un angle alpha, ou un angle θ, allez, on va dire θ. Et donc si là on a 1 et là on a 1, et que ça c'est l'origine du repère, ici on va pouvoir tracer, donc là aussi on a 1 au passage, parce que c'est un rayon, on va pouvoir tracer le projeté orthogonal. Donc ça va être M, notre point mobile, et on va avoir son projeté orthogonal sur l'axe des abscisses et son projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées. Du coup, puisqu'on a un projeté orthogonal, par construction, le triangle OHM, eh bien, il est rectangle en H. Donc, en particulier, son cosinus va être égal, cosinus donc de l'angle θ, va être égal au côté adjacent, c'est-à-dire OH, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire OM. Mais l'hypoténuse, elle vaut 1 parce que c'est le cercle trigonométrique, donc c'est exactement égal à OH qu'on va appeler X, puisque c'est l'axe des abscisses. Boum. Donc ça veut dire que ce cosinus, il est égal à l'abscisse de ce point. Ensuite, pour l'ordonnée, d'accord, on va se retrouver dans ce triangle-là, mais en fait, on ne va pas changer de triangle. On va simplement remarquer que la longueur OK qui est là, c'est la même que la longueur MH. Donc vis-à-vis de l'angle θ qui est ici, il s'agit bien de l'angle du côté opposé à l'angle. Et donc le sinus de θ, eh bien, il est égal à MH sur OM. OM qui vaut toujours, allez, l'OM qui vaut toujours 1. Donc ça correspond à l'ordonnée Y de notre point M. Donc ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle le paramétrage polaire. Lorsque l'on a un point sur un cercle, les coordonnées du point X et Y, si le rayon vaut 1, mais on peut toujours se ramener au rayon 1, on verra ça dans quelques instants, eh bien les coordonnées, ça revient à dire que le point M de coordonnées X, Y, en fait, ces coordonnées, c'est cosinus θ, sinus θ. Donc voilà la première chose importante. Deuxième chose importante, il me semble assez évident que si on trace le projeté, ou plutôt si on fait l'angle moins θ, ici, ben, la distance qui est là n'a pas changé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut remarquer que le cosinus de moins θ est égal au cosinus de θ. Parce que en fait, oui, j'aurais dû vous dire ça, c'est qu'on a une orientation. Lorsque l'on parcourt le cercle ou un chemin quelconque en tenant le chemin comme une rampe de la main gauche, c'est ce qu'on appelle le sens trigonométrique ou le sens direct, le sens positif. Ça correspond au sens anti-horaire, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais plutôt que de dire le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est plus facile de visualiser la chose. Vous pouvez même faire le déplacement physiquement. Vous vous levez et vous imaginez que vous tenez la rampe de la main gauche et que vous tournez. Et bien, donc vous tournerez forcément dans ce sens. C'est ça qu'on appelle le sens direct. C'est une convention, hein. C'est comme quand on oriente les repères, mais c'est la convention qu'on va suivre. Ce qui fait que du coup, si on va dans ce sens, c'est plus θ, si on va dans ce sens, c'est moins θ. Mais pour le cosinus, puisque le cosinus ça correspond à la valeur qui est là, en fait sur le cercle, hein, ça correspond à l'abscisse. Ben, l'abscisse de ce point-là, c'est la même. Ce point-là, qu'on va appeler M', c'est le symétrique par rapport à l'axe horizontal. Donc en fait, ce qui va changer, c'est son ordonnée. Son ordonnée sera opposée, mais son abscisse c'est la même. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que le cosinus de moins θ, il est égal au cosinus de θ. Ce qui veut dire que la fonction cosinus, hein, qui pour chaque valeur de θ attribue une valeur numérique, eh ben, elle est égale que l'angle soit positif ou qu'il soit son opposé. Donc c'est ce qu'on appelle une fonction paire, puisque c'est du type, hein, si on le remet en x, ça fait cos de moins x égale cos de x.
d'accord? C'est du style f de moins x égale f de x, c'est une fonction paire, d'accord? Bon, on verra dans les approfondissements ou éventuellement dans le programme du supérieur que ben, c'est logique que ça se retrouve avec les puissances paires. Parce que de prime abord, on pourrait dire, ouais, c'est un peu bizarre, pourquoi ça s'appelle paire et tout. Mais en fait, aussi, il y a une connexion, mais qui demande un petit peu plus d'approfondissement. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut remarquer. Et la chose connexe, hein, c'est que j'ai dit que ce point-là, son ordonnée, c'est l'opposé. Et comme l'ordonnée, ça correspond au sinus, eh ben, on peut remarquer que le sinus, elle, il est impair. Sinus de moins θ, c'est moins sinus θ. Et c'est pour ça que je disais qu'on peut se concentrer sur le premier cadran, parce que là, on s'aperçoit que lui, ses coordonnées, finalement, on peut les déduire directement de celui qui est là. Parce que son abscisse, donc son cosinus, c'est le même, et son sinus, c'est simplement l'opposé. Donc connaître le premier cadran, vous allez voir que déjà, ben, on vient de voir que par symétrie axiale d'axe horizontal, en fait, on a même gagné plus qu'un nouveau cadran, on a gagné carrément un demi-cercle. Parce que, bon, alors on n'a pas encore justifié qu'on peut déduire le cadran supérieur gauche. Mais le fait qu'on ait cette symétrie axiale, ça nous permet de dire quand même qu'à partir du demi-cercle supérieur, on peut déduire le demi-cercle inférieur. Donc ça, c'est quand même une information. Donc maintenant, il va falloir justement jouer de la symétrie axiale verticale. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on chope celui qui est là? Comment est-ce qu'on chope celui qui est là? Et bien là, ça va être un peu plus surprenant. Parce que ça va pas être du tout par ce que vous pensez. Ça va être en fait une rotation. Parce que ici, si on a un angle θ, d'accord? Si on fait une rotation de pi, ah oui, c'est vrai, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Ouais, non, non, non. Il y a une petite chose que je vais vous dire avant parce que vous ne savez pas encore ce que c'est que les radians. Alors, on va revenir un petit peu rapidement là-dessus. Vous allez voir que c'est très très simple. C'est vraiment extrêmement simple. D'ailleurs, je me demande pourquoi on ne le fait pas plus tôt. Mais bon, on peut toujours se demander ça, mais il y a toujours des justifications, bref. Alors, lorsqu'on a un cercle, on peut calculer deux choses pour ce cercle. On peut calculer ce qu'on appelle la circonférence du cercle. Alors ça, malheureusement, pour l'instant, on va être un petit peu obligé de la mettre. Je ferai une vidéo spéciale sur les cercles, sur les propriétés qu'on peut déduire et ainsi de suite, mais pour l'instant, vous allez utiliser la formule que vous connaissez depuis votre école primaire. C'est que le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois le rayon. D'accord? Voilà, c'est 2π fois le rayon. J'avoue que c'est pas très satisfaisant de vous dire ça comme ça, mais ça, c'est quelque chose que vous connaissez quand même normalement depuis longtemps. Bon. Et une autre chose, c'est que l'aire du disque, donc l'intérieur, d'accord? L'aire du disque, c'est pi r carré. Ok? Bon. Mais revenons sur le périmètre, si vous voulez bien. Lorsqu'on fait un tour complet, d'accord? C'est ça que ça veut dire, hein, c'est que lorsqu'on fait un tour complet, si on déployait le fil, on aurait une longueur de pi r, hein, c'est ça que ça veut dire. Mais si on regarde les choses d'un point de vue angulaire, c'est-à-dire du niveau des angles en termes de rotation, en fait, si on fait un tour complet, ça veut dire qu'on a fait un angle de 360 degrés. Donc d'une certaine manière, je vais écrire une égalité qui paraît un peu, entre guillemets, déconnante, mais pas tant que ça en fait, c'est de dire que 2πr, donc le périmètre de notre cercle, ça correspond à une rotation de 360 degrés. Et c'est ça, en fait, la notion de radian, parce que radian, ça vient de radius, radius en latin, ça veut dire le rayon en fait. Donc le rayon, si on veut l'exprimer, eh bien, on peut l'exprimer en disant que c'est 360 degrés divisé par 2π. Ou dit autrement, pi radian égale 360 divisé par 2, donc c'est-à-dire 180. L'unité de radian s'exprime de cette manière-là. Pi radian, c'est-à-dire un demi-tour, c'est 180 degrés. Quand vous faites un demi-tour de 180 degrés, ben ça fait pi radian. Donc on va utiliser les diviseurs de pi. Parce que si on a que 2π radian, ça fait 360 degrés. Alors on a que pi radian, ça fait 180. Mais du coup, après, on a que pi sur 2 radian, ça fait 90 degrés. Donc cet angle-là, on peut dire que c'est pi sur 2 radian. Et donc ça simplifie les calculs quand même. Parce qu'à chaque fois, c'est juste des fractions de pi. Par exemple, si on veut calculer 45 degrés, ben c'est la moitié de 90. Donc pi sur 4 radian, c'est 45 degrés. Alors pour les tout début, on met le R de radian et puis après on l'enlève complètement et on parle directement, on dit que pi c'est 180 degrés, que pi sur 2 c'est 90 degrés, que pi sur 4 c'est 45 degrés, mais il y a plein, parce que 360 il a plein de diviseurs. On a que pi sur 5, on pourrait le calculer. Déjà on peut faire pi sur 10, c'est facile, pi sur 10 et on enlève le 0 qui est là, ça fait
36 degrés, donc pi sur 5 c'est 2 fois ça, donc pi sur 5 c'est 72 degrés, on le trouve notamment dans le pentagone régulier. Voilà, ensuite on a pi sur 6 qui est égal à, donc on était, où est-ce qu'on avait? On avait celui-là. Ah, j'ai pas fait pi sur 3, tiens, je m'aperçois. Bah tiens, on va faire pi sur 3 avant de faire pi sur 6. Pi sur 3, donc pi c'était 180, 180 divisé par 3, ça fait 60. Pi sur 3, on le retrouve dans les triangles équilatéraux. Pi sur 6, c'est la moitié de pi sur 3, donc c'est 30 degrés. Voilà. Et donc, on va faire les démonstrations des 3 angles les plus importants. Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par le triangle équilatéral. Donc, si on a un triangle équilatéral, donc ça veut dire que les 3 côtés sont égaux. D'ailleurs, pour se simplifier la vie, on va mettre 1. Et si vous voulez, après, je généraliserai. Moi, j'ai aucun problème de généraliser. J'ai mis 1 parce que je pense que ça peut vous aider. Mais en fait, si vous voulez, on va simplifier le problème. On va mettre x égale 1. Comme ça résout le problème. Donc, si on a un triangle équilatéral, on va l'appeler ABC. Je rappelle, dans un triangle équilatéral, les 3 côtés sont égaux, les 3 angles sont égaux, comme la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, donc pi radian, d'accord? Donc ça veut dire que chaque angle ici fait pi sur 3. Mais au passage, je rappelle que dans un triangle équilatéral, toutes les droites remarquables sont confondues, c'est-à-dire que la hauteur, c'est aussi la médiane, médiatrice, bisectrice, blablabla. Mais ici, ce qu'on va utiliser, c'est le fait que c'est la bisectrice, donc si tout l'angle, ça faisait pi sur 3, alors celui-là, le petit, il fait pi sur 6. D'accord? Et ici, on a pi sur 3. Au passage, on peut facilement retrouver ça, puisque la somme des angles dans notre triangle, ça doit faire pi, qu'un angle droit, on a dit que c'était pi sur 2, donc on a pi sur 2, plus pi sur 3, plus pi sur 6. Mais en fait, le pi, on peut le mettre en facteur, et c'est juste une somme de fractions au final. Et vous pouvez vérifier que si vous mettez le pi en facteur, il revient à faire juste 1 sur 2, plus 1 sur 3, plus 1 sur 6. Le dénominateur commun, c'est facile, c'est 6, d'accord? C'est 2 fois 3, donc lui il faut faire x 3, donc c'est 3, et lui il faut faire x 2, donc ça fait 3 plus 2 plus 1, 3 plus 2 plus 1, ça fait bien 6. Donc on a bien 6 sur 6, donc 1 fois pi, donc c'est bien égal à pi. Et pi, je le rappelle, c'est la moitié de 360 degrés, donc 180 degrés. Donc on vient de redémontrer rapidement que forcément dans un triangle équilatéral, on a bien ces angles-là, pi sur 6 et pi sur 3. Donc respectivement 30 degrés et 60 degrés. Et donc comme on a un triangle rectangle maintenant, puisqu'on a tracé la hauteur, qui est aussi du coup la médiane, donc ça veut dire que celui-là on sait que c'est la moitié de cette longueur-là, donc on peut calculer la trigonométrie. On peut calculer par exemple cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire si on se place à l'angle B, le côté adjacent c'est celui-là, donc c'est un demi, d'accord? Sur l'hypoténuse c'est 1, donc du coup on a cosinus pi sur 3 c'est 1. Si jamais on n'avait pas mis 1 et on avait mis x, comme j'ai dit x, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait eu, celui-là ça aurait été 1 demi de x, divisé par x, donc les x s'en vont, et donc ça devient 1 demi, donc ça ne dépend pas de la longueur, d'accord? Le cosinus de pi sur 3, donc c'est-à-dire le cosinus de 60 degrés, sera toujours égal à 1 demi. Après on va voir comment est-ce qu'on le construit sur le cercle, ok? Maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être le sinus de pi sur 3. Mais pour le sinus, on va avoir besoin de la hauteur. Donc là, on va faire intervenir Pythagore, parce qu'on a un triangle rectangle. On connaît cette longueur-là, cette longueur-là, c'est la moitié. D'accord? Ça, on connaît l'hypoténuse, donc on va pouvoir déduire l'air. Donc par Pythagore, d'accord? Pythagore, voilà. On a que BC carré est égal à, donc celui-là, on va l'appeler H, à BH carré, plus CH carré. Et celui qui nous intéresse, je vous rappelle, c'est celui-là. Donc on va isoler CH carré, et donc égal à BC carré. Et il se trouve que BC c'est 1, donc voilà, moins BH carré. Donc BC c'est 1, donc ça fait 1 au carré, et BH c'est 1 demi, donc 1 demi au carré. Donc autrement dit, ça nous fait CH carré égale 1 moins 1 quart. 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Attention, hop, 3 quarts. Et du coup, CH c'est racine de 3 quarts. Et racine de 3 quarts, ça fait racine de 3 sur racine de 4, donc autrement dit racine de 3 sur 2. Et pareil, si on avait des x ici, on aurait eu x au carré, et là on aurait eu 1 demi de x le tout au carré, ce qui nous aurait fait x au carré moins 1 quart de x au carré, et donc ça nous aurait fait x carré en facteur, ce machin-là, et après ici, quand on fait la division, on s'en serait débarrassé. D'accord? Voilà. Donc du coup, ici, on a cette hauteur elle fait racine de 3 sur 2, et on va la diviser par ce côté-là, et ce côté-là c'est 1, et donc c'est pour ça qu'on obtient que le sinus de pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2. D'où l'importance des nombres réels, parce que ce nombre-là, il est géométriquement, il existe, il est physique, d'accord? Voilà. Et ça y est, on a gagné. Pourquoi? Parce que en fait, si on observe, je fais un zoom dans n'importe quel triangle rectangle, c'est pas que pour les triangles rectangles dans un triangle équilatéral, mais quand on a un angle ici, alpha, ça c'est toujours un angle droit, sinon ce serait pas un triangle rectangle. Donc celui-là, il fait toujours pi sur 2.
Et donc, comme on doit avoir celui-là, si on l'appelle bêta, ben, la règle c'est que alpha plus bêta plus pi sur 2, ça doit être égal à pi. Donc autrement dit, alpha plus bêta, ça doit être égal à pi moins pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2. Une autre façon de dire ça, c'est ce que vous avez vu en classe de 5e, normalement, on appelle ça des angles complémentaires. Leur somme fait 90 degrés, et c'est toujours le cas dans un triangle rectangle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous en connaissez un, si vous connaissez alpha, vous pouvez déduire bêta en disant que bêta c'est simplement pi sur 2 moins alpha. Et donc si on fait ça avec alpha qui vaut pi sur 3, bah, bêta égale pi sur 2 moins pi sur 3. D'accord, ça c'est un alpha, hein, on dirait un 2, mais c'est un alpha. Voilà. Et donc le dénominateur commun, bah, c'est 6, lui il faut le multiplier par 3. Donc pareil, on peut mettre le pi en facteur, hein, comme ça c'est réglé, ça revient à faire 1 demi moins 1 tiers. Donc on multiplie par 3 pour celui-là, pour avoir 3 sur 6. Et celui-là, ça va être à 2 sur 6. Donc 3 moins 2, bah, ça fait 1. Donc ça fait pi sur 6. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle qui est ici est le complémentaire de celui-là, très bien. Mais ça veut dire aussi, si on regarde bien les choses, que lorsqu'on est en pi sur 6, donc lorsqu'on est là, le côté opposé à bêta, c'est exactement le côté adjacent de alpha. Donc ça veut dire que le sinus de bêta est toujours égal au cosinus de alpha. Donc comme on a déjà calculé le cosinus de alpha, on a en bonus le sinus de bêta. D'accord? Lorsque vous calculez un cosinus dans un triangle, vous avez mécaniquement le sinus de son angle complémentaire. Et réciproquement, lorsque vous allez calculer le cosinus de bêta, bah, son côté adjacent, ça correspond au côté opposé de alpha. C'est vraiment la phrase de ça dépend de quel angle on se place. Ben oui, justement. Si on est en alpha, on n'a pas le même angle de vue que si on est en bêta. C'est pour ça que les notions de adjacent et opposé sont des notions relatives. C'est comme la gauche et la droite. Si vous êtes face à moi, ma gauche c'est votre droite. Et ben là c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc du coup, le cosinus de bêta, c'est toujours le sinus de alpha. Donc en fait, vous avez toujours une paire. C'est un peu comme quand on fait des diviseurs. Hein. Quand vous dites le diviseur, vous avez toujours une paire de diviseurs. Ben là, vous avez toujours une paire de sinus et cosinus. Et donc du coup, on avait déjà calculé le cosinus de pi sur 6. Donc en fait, on avait juste deux cosinus, enfin un sinus et un cosinus à calculer, et gratuitement, on a l'autre, celui de l'angle complémentaire. Donc ça, c'est avec simplement un triangle équilatéral. Et maintenant, on va faire la même chose avec un carré, c'est encore plus simple pour l'angle de pi sur 4. Pourquoi? Parce que dans un carré, quand on trace une diagonale, on obtient un triangle qui est rectangle, mais aussi un triangle qui est isocèle. Je rappelle, dans un carré, les quatre côtés sont égaux. Donc, puisque un carré il a quatre angles droits, eh ben, si on trace la diagonale, on le coupe exactement en deux, parce que la diagonale c'est aussi la bisectrice, et donc du coup on se retrouve avec pi sur 4. Mais comme c'est aussi un triangle isocèle, des deux côtés c'est pi sur 4. Donc si on se place par exemple en le triangle DAB, d'accord, qui est rectangle en A, donc d'hypoténuse DB, on peut le prendre de côté, on peut le prendre de côté X, ça ne change rien. La diagonale sera toujours un multiple de racine carrée de 2, d'accord? Donc en l'occurrence, si on refait Pythagore, un BD au carré, c'est AB au carré, mais comme AB au carré et AD au carré, c'est la même chose, c'est 2AB au carré, donc du coup BD, forcément, par définition, c'est racine de 2 fois AB. Donc si AB il vaut 1, ça fait racine de 2 tout court, d'accord? Et comme on va faire le cosinus par exemple de cet angle-là, le cosinus de pi sur 4, on va faire le côté adjacent, donc c'est-à-dire AD, qui est la même longueur que AB, donc on va mettre AB, divisé par BD, mais BD on vient de dire que c'est racine carrée de 2 AB. Donc je vais le réécrire là pour que ça soit clair. Que ici on a AB sur racine carrée de 2 AB, donc les AB s'en vont. Et donc c'est pour ça que je pourrais mettre 1, ça aurait enlevé le truc directement. Voilà, donc c'est 1 sur racine carrée de 2. Donc ça c'est la façon dont il apparaît mécaniquement, géométriquement, j'allais dire naturellement, mais en général les mathématiciens n'aiment pas avoir des racines carrées de dénominateur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie en haut et en bas par racine carrée de 2, ce qui fait qu'en bas, si on fait racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, la racine carrée de 2 s'en va et ça fait 2. Donc ça fait racine carrée de 2 sur 2. Alors l'avantage de cette formulation-là, c'est que racine carrée de 2, on sait que ça fait à peu près 1,414. Et si vous divisez par 2, donc du coup ça fait à peu près 0,707. 0,07. Voilà. Et le truc, c'est que là, ça y est, c'est fini en fait, parce que comme c'est un triangle isocèle, en plus d'être rectangle, les deux angles font pi sur 4, donc ça veut dire que lui, ce côté adjacent pour cet angle, c'est le côté opposé pour celui-là, mais comme ils ont la même mesure, ça veut dire d'office en fait que le sinus et le cosinus ont la même valeur. Donc c'est encore plus cadeau. Donc maintenant, on va récapituler ça dans un petit tableau. Mais encore une fois, c'est pas des trucs à apprendre par cœur, c'est juste faut faire deux dessins. Vous faites un triangle équilatéral, vous faites un carré, pardon, et vous avez gratuitement les quatre
enfin les trois, parce que de facto, puisque sinus et le cosinus c'est le même, en fait, il y en a que trois qui sont différents, vous les avez mécaniquement. Voilà, et c'est les plus importants parce que vous allez voir, après on va voir sur les symétries du cercle, ils se répètent sur tous les cadrans. Donc il n'y avait que ce cadran à connaître, et dans ce cadran il n'y en avait que trois à connaître. Donc c'est quand même super facile en fait. Donc ici on va mettre θ, on va mettre 0, on va mettre pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, et puis ça ira. Parce que si vous faites le cadran, hein, comme ça, oui, on va faire comme ça, bah, ça fait pi sur 2. Donc le premier cadran, c'est entre 0 et pi, enfin on va mettre ici plutôt, que ça soit plus cohérent, ça fait entre 0 et pi sur 2. Donc en fait, il n'y a que ça à connaître, et vous allez voir que c'est magique. Alors, on va mettre en premier le sinus, non, on va mettre en premier le cosinus parce qu'on met l'abscisse avant l'ordonnée. Même si je trouve ça pas très logique de les avoir appelés comme ça, parce que en fait, cosinus, ça veut dire avec sinus. Donc ça sous-entend qu'on doit connaître sinus d'abord, hein. C'est un peu crétin quand même. Et après on va faire... Non, mais on va mettre quand même, comme j'avais dit, sinus d'abord, parce que c'est pas une question de linguistique seulement, c'est aussi le fait que quand on calcule la tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc tant qu'à faire, en le mettant comme ça, c'est plus facile visuellement d'avoir les trucs. Alors sinus de 0, bah, l'ordonnée de celui-là, c'est 0, hein, donc c'est assez réglé. Ensuite, on a le sinus de pi sur 6. Ben, je vous rappelle, hein, c'est celui qu'on a calculé dans le triangle rectangle. Il indique que sinus pi sur 6, ça correspond au cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire 1,5. Donc on a 1,5, voilà. Donc au passage, ça veut dire que celui-là, ben, si, là ça c'est x égale 1, d'accord, sur cet axe. Parce que là c'est le 0 de l'axe des ordonnées, hein, d'accord. Donc du coup, eh ben, x égale 1,5. Pardon, y égale 1,5, il est là, voilà. Donc si je prolonge ça ici, bah ça, même si mon dessin est un petit peu foireux, ça fait bien pi sur 6. D'accord. Là on a des 0, là on est à pi sur 6. Ensuite, pi sur 4. Pi sur 4, lui, il est facile parce que comment est-ce qu'on a obtenu pi sur 4? On a fait la diagonale du carré. Bon, eh ben, si on fait la diagonale du carré, là on a un carré. Hein. D'accord. Je vais mettre en rouge pour que ça soit plus visible. Là on a un carré parce que c'est un repère orthonormé, c'est un quadrillage. Donc du coup, puisque c'est un quadrillage, ça c'est la diagonale du carré. Donc c'est pi sur 4. Voilà. Donc du coup, ça, ben, on a dit que c'était racine carrée de 2 sur 2. Ok. Et on a dit aussi que c'était 1 sur racine carrée de 2, hein, c'est encore écrit ici. 1 sur racine carrée de 2, c'est logique que ce soit plus grand que 1 sur 2, d'accord? Parce que racine carrée de 2 est inférieure à 2, donc si vous divisez par un nombre plus petit, forcément, ça devient plus grand. Hein. Donc vous voyez que de toute façon, vu qu'on se déplace comme ça, au fur et à mesure, l'angle il augmente, et donc du coup, l'ordonnée augmente, ce qui est logique. Ensuite, pi sur 3, on avait dit que son cosinus était égal, on avait dit que son cosinus était égal à 1,5. Donc, son cosinus, ça correspond à son abscisse. Donc, du coup, pi sur 3, il est là. Et ben voilà, hein, on a tout. Donc, lui, c'est racine de 3 sur 2. Voilà. Et lui, c'est 1. Voilà. Et donc, maintenant, ben, on a les complémentaires pour le cosinus. Cosinus en 0, ben, c'est 1. Cosinus, ça va être l'inverse. Lui, il va être décroissant sur l'intervalle 0 pi sur 2. Parce que ça va être 1. Après, en pi sur 6, ça va correspondre à racine de 3 sur 2. Parce qu'au fur et à mesure que ça monte ici, eh ben, l'abscisse se rapproche de l'axe des ordonnées. Donc là, ça va être racine de 3 sur 2. Là, en pi sur 4, c'est le moment où ils se croisent. Ils ont la même abscisse, même ordonnée. Donc du coup, c'est racine de 2 sur 2. Là, ça va être ça. Parce que si vous regardez ces deux-là, ils ont permuté en fait. Et là, ben, c'est pareil, c'est comme ces deux-là, ils ont permuté. Là, ça va être 0. Parce que quand on est sur l'axe des ordonnées, ben, on n'a plus de déplacement horizontal. Voilà. Pour la tangente, on a dit sinus sur cosinus. Donc là, ça fait 0 sur 1, ça fait 0. 1,5 sur ça, on le simplifie les deux, ça fait 1 sur racine de 3. Alors c'est pareil que pour le 1 sur racine de 2, d'habitude on préfère racine de 3 sur 3. Voilà. Là, ils ont la même valeur, donc du coup la tangente ça vaut 1. Là, pareil, on simplifie les deux, ça fait racine de 3. On voit au passage qu'ils sont bien inverses l'un de l'autre. D'accord. Et celui-là, il n'est pas défini, c'est l'infini. D'accord. Parce que 1 divisé par 0, ça fait l'infini. Donc voilà le tableau du premier cadran. Donc maintenant, on peut revenir à notre, ayant ça sous les yeux, on peut revenir à notre cercle. Alors attendez, on va essayer de... si je veux garder ça, que ça soit visible... Ouais, bon, je vais faire un cercle tout petit alors. Après, on les mettra sur GeoGebra pour avoir des trucs plus propres. Mais voilà, c'est des bricolages que je fais, et c'est aussi pour ça, j'assume que j'ai une écriture dégueulasse, que je sais que c'est pas agréable à lire, mais c'est pour ça qu'il faut faire les choses en même temps que moi et pas écouter passivement, et c'est valable pour moi, et c'est valable pour tous les professeurs. Quand vous écoutez passivement, vous faites rien. Les maths, c'est comme si vous faites un sport de combat. Vous pouvez regarder votre entraîneur pendant 100 000 ans, si vous n'allez pas au charbon, il va rien se passer. Hein. Enfin, surtout, il va se passer que le jour où ce sera bout sur le tatami, vous allez vous faire défoncer la gueule. Donc il faut à chaque fois rentrer dans le combat. C'est très très important.
On est ensemble, là, c'est la guerre. L'ennemi est coriace, hein. Je fais ce que je peux pour le démonter, mais je pourrais jamais le démonter tout seul. Alors bref, donc, trêve de plaisanterie sérieuse, comme dirait l'autre. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les points. On va placer les points. Mais ça m'emmerde un peu d'avoir ce truc. Ah oui, non, c'est juste les symétries, puisque les points, on n'a plus besoin de les placer, c'est les symétries. Donc du coup, on avait dit que cadran supérieur, cadran inférieur, bon ça c'est ok. Donc maintenant, la seule symétrie qui nous intéresse, c'est là. Oui, voilà, et donc c'était là que j'avais dû faire le laïus sur les radians, parce que vous n'aviez pas les radians. Donc je vous ai dit, si on a un angle ici, comme ça, θ, d'accord. Bon, déjà, ça me paraît assez évident que ça fait un angle de pi, d'accord, parce que c'est un demi-tour, 180 degrés. Bon, donc du coup, la question, c'est cet angle-là. Si on fait, à partant de là, pi, et qu'ensuite on fait moins θ, ben, c'est exactement ça. Donc ça veut dire qu'on a fait de là, on a fait pi, et là on a fait moins θ, donc cet angle-là, si on part de là, ça fait pi moins θ. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'ils sont au même niveau des ordonnées, donc ça veut dire, et qu'ils sont à l'opposé au niveau des abscisses. Donc ça veut dire que cosinus de pi moins θ, c'est exactement l'opposé de cosinus θ. Et sinus de pi moins θ, c'est exactement le même que sinus de θ. Donc par cette transformation pi moins θ, on obtient le demi-cercle gauche comme image du demi-cercle droit. Donc je récapitule, celui-là c'est celui qu'on a calculé, ben, c'est les valeurs qui sont dans le tableau. Par symétrie axiale, on a récupéré celui-là de cadran. Et j'avais dit que par symétrie axiale, en fait, on avait tout. Mais sauf qu'on n'avait pas encore prouvé celui-là. Ben là, on vient de prouver le passage de ce cadran à celui-là. Donc, comme on a la symétrie ici, on a la garantie que ceux qui sont là, ils sont symétriques à ceux qui sont là. Donc on les a tous. Donc en fait, morale de l'histoire, il n'y a que 3 valeurs à connaître, hein, les valeurs du cadran. J'ai dit 3 valeurs parce que, en fait, c'est même 2, puisque bah, celle-là, c'est celle-là et celle-là, c'est les ultra basiques, hein, c'est ceux qui sont là, donc c'est juste, il faut observer, il faut ouvrir les yeux. Et les 3 qu'on a démontrés, c'est ces 3-là, sachant que bah, celui-là et celui-là, en fait, ils sont complémentaires. Donc en fait, de facto, il n'y en a vraiment que 2 à connaître de valeurs. Enfin, 2 couples de valeurs. Et sachant que dans les 2 couples, il y en a une qui est la même pour les 2. Donc de facto, il n'y a que 3 valeurs distinctes. 1 sur 2, racine de 2 sur 2, et racine de 3 sur 2. Et en plus, comme ils ont tous les mêmes dénominateurs, bah, finalement, il n'y a que 1 racine de 2, racine de 3 à mémoriser, sachant que ça fait quasiment 1, 2, 3. Et en plus, si on met racine de 1 ici, bah, ça fait exactement, il suffit juste de se rappeler que c'est racine et c'est 1, 2, 3. Donc c'est franchement extrêmement simple en vrai. Voilà. Mais encore une fois, ça sert à rien de les apprendre par cœur, il faut savoir les démontrer, c'est ça qui est important. C'est savoir les démontrer. Si vous savez les démontrer en 3 secondes, c'est plié. Voilà, donc ça c'était la construction géométrique de ces valeurs. Parce qu'après, oui, si on veut représenter les fonctions, donc là maintenant en termes de fonctions et non plus en termes de valeurs, en termes de fonctions, c'est-à-dire x ici, y de cette manière-là. Donc par exemple, si je fais le cosinus, la valeur de cosinus en 0, c'est 1. D'accord? Parce que cosinus 0, hein, si on revient sur le tableau, cosinus 0, il est là. Cosinus 0, c'est 1. Ok? Après, il faudrait que je place pi sur 6. Alors attendez, si je mets 1 ici, pi sur 6. Alors le problème, c'est qu'il faut que je mette une autre échelle parce que c'est la merde. Je vais mettre ici. Merde, j'ai fait des conneries. Voilà. On va y passer juste celui-là. Voilà. Et ici, on va mettre que 2 carreaux, ça fait 1. Comme ça fait 1 demi. Donc là, c'est pareil, ça fait 1 demi. Ça fait 1. Et le problème, c'est que pi, c'est un nombre irrationnel. Donc c'est la merde, les valeurs de pi. Pi sur 2, ça fait 1,57 et des merdes. Donc c'est à peu près par là, quoi. C'est à peu près pi sur 2, on va dire. Après, pi sur 4, c'est encore pire. Puisque ça fait 0,5, 0,28, 0,78 à peu près. Mais 0,78, allez me placer 0,68, ils font chier. On va dire que c'est à peu près un chouïa de plus par là. Voilà, ça c'est pi sur 4. Vous voyez que c'est la merde quand même. Voilà, et comme on a les mêmes valeurs, hein, parce que si on regarde ici, ça c'est moins pi sur 2, hein, si on tourne dans le sens inverse, et là si on tourne dans ce sens-là, là, c'est pi sur 2, d'accord? Donc on peut essayer de représenter entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ça nous donnera un truc plutôt pas mal. En fait, la mesure principale, bon, on y reviendra sur ces histoires de mesure principale,
sentent moins pi et pi, mais flemme. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... ah oui, au passage, hein, pendant que je suis en train de le faire, mais je le dis parce qu'il y a le cercle, puisque un tour complet, ça fait 2 pi, hein, je vous rappelle, ça veut dire que tous les 2 pi, on est revenu au point de départ, donc c'est ce qu'on appelle des fonctions périodiques. Donc on n'a pas besoin de les étudier plus que sur 2 pi, parce que sur 2 pi, on a fait un tour complet, donc on a fait toutes les valeurs possibles qu'ils peuvent avoir. Et comme on a vu qu'en plus avec les symétries, il y a tout qui se déduit, au final, les seules valeurs qui sont intéressantes, c'est celle-là, puis après leurs opposés. D'accord? Voilà. Bref, donc du coup, maintenant, il faut faire à peu près la même chose de l'autre côté, hein, les symétriques. Donc là, ça fait moins 1,5, là, ça fait moins 1. On est moins pi sur 2, on va dire qu'il est à peu près là. Et pi sur 4, ouais, c'est la merde, on va dire que c'est là. Voilà. Et donc, bon, mais pi sur 3, c'est même pas la peine d'y penser. Pi sur 6, c'est encore pire. C'est la merde, hein. C'est la merde, c'est la merde. Heureusement qu'il y a GeoGebra. Pi sur 6, il m'emmerde. Alors je vais faire 3,15. Je vais faire alors attendez, je vais poser cette division là. 3,15, si je divise par 3, ça fait 1. Du coup, il reste 0. Là, 15, on met une virgule et ça fait 5 du coup. Voilà, ça fait 1,5 par 3, donc par 2, ça fait. Ah putain, c'est la merde, 0,75. Ah putain, 2 décimales là-dessus, mais attendez, comment est-ce que je vais faire là? C'est quoi ces conneries? On va dire qu'il est là, moi, pi sur 3, non, c'est la merde absolue. C'est la merde absolue. Non, c'est pi sur 6, pas pi sur 3. Autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Tac. Bon, alors, donc on était sur cosinus. Donc en 0, il est en 1. Ça, c'est OK. En pi sur 6, c'est quoi le cosinus de pi sur 6 déjà? Ah ouais, mais c'est racine de 3 sur 2, oui, non, mais hors de question. En pi sur 4, racine de 2 sur 2, ouais, non, c'est la merde. En 0, il faut 0. Non, en pi sur 2, il faut 0, ouais, d'accord. On est content. Ah ouais, ouais, non, c'est la merde, hein. Pi sur 4, racine de 2 sur 2, bordel, racine de 2 sur 2, ça fait 0,7. 0,75 c'est là, 0,7, putain. Voilà, donc ça fait un truc comme ça, putain, c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Bon, ça fait une merde comme ça, quoi. Voilà. Bon, à droite, je vais un peu continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, pi, il est là, putain, c'est la merde. Et merde. Voilà, tac. Donc là, c'est pi. Voilà, donc là, il nous faut quoi? Il nous faut du pi sur 4, putain. Pi sur... voilà, donc là, ça fait... ça nous fait... alors là, on a... oh, putain, moins 7, ça fait un truc à peu près par là. Dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Voilà, donc ça me fait un truc comme ça, bordel. Et ça fait à peu près la même de l'autre côté. Voilà. Bon, GeoGebra, parce que j'abdique qu'à la main, c'est trop la merde. À la main, c'est trop la merde. Mais voilà comment on construit la courbe, hein, au passage, hein, c'est tout. Hein. Donc maintenant, on fait y égale cosinus x. Et on fait y égale sinus x. Et voilà, et on voit que c'est les mêmes, mais c'est juste qu'il y a ce qu'on appelle un décalage de phase. Il faut savoir que ces fonctions sont extrêmement importantes parce que, comme je l'ai dit, tous les signaux analogiques, ondulatoires, etc., se décomposent. En fait, si vous voulez, c'est un peu une sorte de base pour les espaces de fonctions. Alors là, ce que je suis en train de parler, c'est plutôt c'est post-prépa, c'est troisième année, ce qu'on appelle la théorie spectrale ou théorie de Fourier, analyse de Fourier, ce genre de choses. Ça a l'air d'être des noms voilà, qui sont... bon, non, on va pas se mentir, c'est velu, mais conceptuellement, c'est pas si velu que ça, à comprendre qu'on peut décomposer un peu toutes les fonctions comme des combinaisons de sinus et de cosinus. Voilà, mais bon, on en parlera en temps voulu, parce que effectivement, pour pouvoir faire ça proprement, il faut quand même pas mal de connaissances techniques. Mais bon, bref, tout ça pour dire que voilà, on a juste besoin de les étudier sur l'intervalle. Pardon, j'ai oublié de mettre x. Voilà, x égale moins pi, x égale pi. Là, on a une mesure principale, parce qu'entre moins pi et pi, bah, ça fait 2 pi. Hein, si on fait la longueur de l'intervalle, pi moins moins pi, ça fait 2 pi. Et 2 pi, ça fait une période. D'accord? Voilà. Et on peut le voir que ça se répète à l'infini. Donc c'est ça la force du truc, c'est qu'en décomposant correctement, on peut se... Encore une fois, 3 valeurs, bordel, 3 valeurs. 3 valeurs. 1, 2, 3. Racine de 1, racine de 2, racine de 3, le tout sur 2. 3 valeurs. Je ne vous rendez pas compte de cette compression d'informations. 3 malheureuses valeurs avec le petit théorème de Pythagore. Et on a
ces fonctions qui sont les briques de base de toute votre compression MP3, MP4, etc. Tout ce que vous voyez, ça utilise des transformations de Fourier qui utilisent ces fonctions trigonométriques. Et en plus, la magie du truc, bon ça il faudra attendre un petit peu quand on verra les maths experts, mais elles sont reliées à la fonction exponentielle. Oui, 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 vous m'avez bien entendu, elles sont reliées avec la fonction exponentielle, avec la fameuse formule qu'on appelle la plus belle formule des mathématiques. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Je suis désolé de vous faire ce super 6 heures, il va falloir attendre encore un peu, mais je vous dis que ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Arrêtez la drogue, arrêtez l'alcool, arrêtez toutes les addictions. C'est ça le langage de la nature, c'est ça le langage de l'univers, c'est la joie à l'état pur. C'est ça la joie à l'état pur. Quand vous avez ce putain de eureka, de ah waouh. Mais ce que je suis en train de comprendre, c'est ce qui est derrière, c'est le code secret, le code source de l'univers, les gars. Les gaz, les gazières, les gaziers, appelez-vous comme vous voulez. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pour nous, et même les animaux qui ne sont pas conscients, etc. C'est tout l'univers qui est comme ça, les gars. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est de la bombe, c'est de la bombe, c'est la bombe de balle. C'est de la bombe de balle. Mais ça demande d'aller au combat. Il faut aller au combat, faut sortir sa bille sans le couteau et y aller, allez, hop. On sort le coutelas, on coupe les branches et tout, et c'est la bagarre. Mais on a GeoGebra, on a Python, on a plein de trucs. D'accord. On n'est pas tout seul. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, pouce vers le haut, commentaire, hein, comme d'habitude, voilà, voilà. Donc on a tout fait, hein, valeur remarquable, cosinus réel, machin, blablabla. Et voilà, on a tout fait, les gars. On a tout fait. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera très 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 bientôt.